Bonjour mesdames et messieurs. Alors, pour aborder ce sujet passionnant et passionné, je vais inviter, pour que ça soit un peu plus convivial, nos intervenants, c'est-à-dire Emmanuel Beaurepaire, Thomas Fabry, Karl Yonga, Hubert Joby, Amélie Acala et Thierry Vincent. Et pendant ce temps-là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce n'est pas pour vous faire fuir tous dès 8 heures le matin, mais c'était pour vous rappeler qu'il y a une petite grosse vingtaine d'années, nous avons déjà, nous les formateurs, nous avons déjà vécu un petit choc avec l'explosion de l'Internet. Et tandis que les entreprises trouvaient très facilement leur marque, en s'adaptant, en disant c'est super comme outil pour présenter son entreprise, pour présenter les services, pour se mettre en contact avec les clients, eh bien nous, les formateurs, on a dit c'est une catastrophe là. Les gamins ne vont plus lire un livre, ils vont plus rien faire, ils vont faire du plagiat, etc. Et pourtant, je vous demande, mesdames et messieurs, alors, qui est le prof qui a réussi à interdire à ses étudiants de s'en servir d'Internet? Non, 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 nous avons dû nous adapter nos contenus pédagogiques, nos moyens d'évaluation, etc. Oui, là aussi, c'est pas une tempête qu'on a en vue, hein, c'est un tsunami. Hein. On n'a rien contre l'IA dite scientifique. Celle que l'on exploite, si vous voulez, avec les réseaux de neurones, réseaux bayésiens, un système multi-agent, logique floue, etc., pour que nos étudiants soient capables de traiter rigoureusement des données scientifiques et de nous proposer des modèles prédictifs. Ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. J'ai des collègues qui l'appellent dégénérative, à cause des contenus fournis. À cause du graphisme, à cause de cette peur d'étouffer complètement l'esprit critique de la nouvelle génération. Voilà, ben donc on va essayer de voir un tout petit peu comment nous, les formations, on se prépare à tout ça. Qu'est-ce qui attend les entreprises? Et pour ça, je vais inviter tout d'abord Emmanuel Beaurepaire, qui est Senior Advisor indépendant, c'est correct. Je vous dirais, puisque j'ai demandé sa permission, un vrai couteau suisse. C'est-à-dire que monsieur, il a une formation de journaliste et maintenant, il est connu, reconnu au niveau national et international pour son expertise dans le RSA. RSE? Oui, non. C'est pas IA qui s'est trompé, c'est moi. RSE et la transition écologique. Et puis, vous allez voir son rôle de couteau suisse, puisque après, il m'a proposé hier soir, assez tardivement, quand je suis mariée, j'ai l'enfant, voilà, après quelques verres, il m'a proposé de se brancher et être mon IA complémentaire pour m'aider à animer ce super sujet avec nos amis qui sont là. Donc, il va nous, justement, poser les piliers, les bases, pour nous rappeler un tout petit peu tout l'intérêt que nous avons en tant que formateurs pour sensibiliser nos jeunes aux enjeux de la transition écologique, un peu quelques exemples concrets et peut-être pourquoi pas justement exploiter pour sensibiliser tout le public qui reste encore un tout petit peu à ces démarches de développement durable. Merci beaucoup, Lumia. Et tu restes avec nous, bien sûr. Je suis très heureux d'être ici. Quand on m'a proposé de faire cette intervention sur la formation dans le domaine de l'IA, j'ai dit, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, mais je me sers de l'IA. En revanche, je fais beaucoup de formations, et notamment dans des écoles. Et en guise d'introduction, je voudrais vous raconter une anecdote, c'est que je fais travailler des élèves dans une école de communication, dans une école d'enseignement d'élevage à Clermont-Ferrand. Et quand je leur donne un sujet, je leur dis toujours,
je sais ce qui va se passer. C'est une fois que je vous ai donné le sujet, vous allez tous aller sur ChatGPT, Gemini, n'importe quel système, et puis vous allez me sortir quelque chose. Alors on va gagner du temps. J'ai déjà fait ce travail, je vous le remets. Comme ça, ça va vous obliger à réfléchir et à vous poser un certain nombre de questions sur ce que vous relevez lorsque vous faites une recherche sur ChatGPT ou un autre opérateur. Et du coup, ça change la donne dès le départ, parce qu'il ne se contente plus de retransmettre de l'information, mais vraiment de réfléchir à quelque chose. Et du coup, j'ai été interpellé récemment par un article, vous connaissez tous The Conversation, un article qui s'appelle l'IA, qui s'intitule, il y a quelques jours, vous pouvez le retrouver évidemment en ligne, l'IA peut-elle nous dispenser de l'effort d'apprendre? Je trouve que poser le débat comme ça, c'est tout à fait pertinent. C'est inacceptable de voir des gens qui deviennent juste des vecteurs de transmission d'informations, qui sont allés rechercher des choses préparées par d'autres sans se poser un certain nombre de questions. Et je crois qu'il y a une chose qui est importante dans la formation, c'est de maintenir l'esprit critique individuel. Comme Lumia l'a rappelé, j'étais journaliste et je continue à garder cet esprit critique qu'on commence un peu à perdre parce que du coup, on a trop d'informations et on ne fait que les relater. Je rentre rapidement sur ma présentation. Donc, quelques éléments de base, juste rapidement. Bon, l'IA, on le sait, ça va accroître la productivité. Les chiffres qui sont annoncés, c'est de l'ordre de 40%. Mais pour autant, l'offre de formation en la matière, l'offre est insuffisante et il y a une demande de plus en plus forte, évidemment. Donc l'enseignement doit s'adapter aux jeunes générations et utiliser les codes, les outils, les pratiques. Et là, je voudrais juste faire un petit commentaire, et là, c'est mon regard d'enseignant qui le fait, c'est commencer par demander aux élèves ce qu'ils veulent faire. Eux, ils savent déjà, Lumia l'a rappelé, aller sur tous ces outils, ils savent l'utiliser. Donc, il faut travailler avec eux pour voir en quoi l'enseignement va être pertinent pour eux. C'est-à-dire leur apprendre comment comprendre l'IA, comment exploiter les informations qu'ils vont trouver et avoir cet esprit critique. L'esprit critique qui est souvent très développé en France. Alors, maintenons-le. Il ne faudrait pas que l'IA tue notre esprit critique qui a fait la renommée de la France. Alors, je vais passer très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont très brillants, très intelligents et qui ont plein de choses à raconter, donc je leur laisserai là-bas. Juste vous rappeler quelques éléments pour resituer le contexte. Quels sont les grands apports de l'IA dans l'apprentissage? C'est une personnalisation extrême. Et je crois que ça, c'est un élément qui est très important. C'est qu'il faut que chaque enseignement, chaque matière, chaque sujet soit bien adapté à la personne. Ouais, on faisait des classes de rattrapage autrefois parce qu'il y avait des élèves qui n'avançaient pas au même rythme que les autres. On est un peu dans cette logique-là avec la personnalisation. Donc, personnalisation, la traduction intelligente, évidemment, réalité virtuelle pour une immersion totale, c'est-à-dire mettre les gens réellement en situation, et puis des chatbots pédagogiques. L'analyse prédictive, la création automatisée de contenu et la gamification intelligente. On voit bien que les jeunes aiment les jeux, donc si on peut arriver à faire apprendre un certain nombre de choses fondamentales grâce à des jeux, c'est effectivement très utile. Quelques exemples pratiques de l'utilisation de l'IA dans l'apprentissage. On a le brainstorming, ou ce qu'on dit en bon français le remue-ménage. Nos amis québécois sont toujours attachés à ce qu'on conserve les terminologies francophones, donc remue-ménage. Des programmes de cours personnalisés, et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est fondamental. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas le même niveau, et qu'à un moment donné, si on veut embarquer l'ensemble des acteurs, on le voit bien avec la transition écologique et énergétique. Donc vous allez faire des interventions, il y en a qui sont très à la pointe, d'autres parce qu'eux, ils sont dans une ONG et ça, et puis d'autres qui sont un peu éloignés de tout ça. Donc il faut s'adapter effectivement. Donc des cours personnalisés, ça permet aussi de faire des titres
et des descriptions de cours de formation créatifs. Et ça, c'est une chose importante. On peut plus se permettre d'arriver avec des polycopiés, comme on disait autrefois, mais il faut venir avec des choses qui soient percutantes. L'art créatif pour la promotion des cours, parce qu'on a envie que les élèves viennent nous écouter et viennent participer. Formation à l'IA avec des invités vidéo et des teasers. Et puis la traduction de contenu par l'IA pour toucher un public plus large. Contenu des réseaux sociaux pour la promotion des formations, les résumés des contenus grâce à l'IA et la création et la diffusion de contenus. Enfin, générer des images par l'IA pour les outils de formation, améliorer l'intégration des collaborateurs. Ça, c'est un point important. L'utilisation de l'IA pour l'intégration des collaborateurs. On est en face de gros enjeux de recrutement. Il y a des secteurs qui n'arrivent plus à recruter. Et là, l'IA peut être vraiment quelque chose d'intéressant à développer pour donner envie à des jeunes d'aller dans des secteurs. Thomas, qui est là, il est dans un secteur, celui du camion, où il y a des problèmes de recrutement. Il n'y a pas que dans celui-là, les EHPAD ou la restauration. Peut-être qu'avec l'IA, on peut trouver une forme nouvelle pour mobiliser et motiver les jeunes à aller dans certains secteurs. Et puis, pour l'évaluation des compétences, évidemment, l'IA est tout à fait pertinente pour permettre cette évaluation. Et on va revenir sur ces points avec nos autres interventions. Je passe rapidement, création de modules, réalité virtuelle basée sur l'IA, les chatbots, je l'ai mentionné, puis les quiz intelligents qui permettent effectivement d'intégrer un certain nombre de choses. L'utilisation de l'IA dans la gestion des talents et la planification des successions. Ça, c'est un élément. Quand on dit succession, ce n'est pas après décès. C'est succession, c'est le remplacement d'un collaborateur qui malheureusement s'en va et qui était très bon. Et on a besoin d'un nouveau collaborateur. Et comment on va chercher? On a du mal à chercher. L'IA va pouvoir nous aider à être plus efficace. C'est l'engagement post-formation, parce que c'est bien gentil de faire une formation, mais derrière, il faut assurer un suivi. Regardez la mise en œuvre, la mise en pratique pour voir comment les choses se mettent en place. Et enfin, c'est le résumé des rapports post-formation. Voilà, alors j'en viens sur un point, puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui à La Rochelle, c'est la sensibilisation des publics néophytes aux enjeux de la transition écologique grâce à l'IA. Je vais aller très vite là-dessus, mais juste pour vous dire une chose, c'est que quand on m'a demandé de faire cette intervention, je me suis dit, tiens, regardons ce que l'IA va me proposer si je pose la question comment je vais embarquer des jeunes publics vers les enjeux de la transition écologique et énergétique. Donc, on pose la question et on regarde ce que ça donne. Donc, je vais passer assez rapidement dessus, mais je voudrais mettre l'accent sur un point, c'est quand on démarre une recherche de ce type-là, c'est comment on pose la question. Et ça, on a souvent tendance à poser des questions un peu générales. Or, il faut avoir des questions extrêmement précises. Donc, l'IA m'a répondu, il faut accrocher votre auditoire, il faut relier environnement et IA avec des messages clés. L'IA permet de transformer une montagne de données en levier d'action concret dans la transition écologique et énergétique. Si on regarde un peu plus dans les détails, mais je ne vais pas venir là-dessus, mais je voudrais vous sensibiliser, pour ceux qui ne le sont pas, sur la nécessité d'avoir un bon prompt. Le prompt, c'est comment vous adressez l'IA pour avoir la bonne réponse, pour avoir la réponse la plus étoffée possible. Donc, il y a différents prompts, mais il faut les travailler. Et si ça vous intéresse d'aller plus en profondeur là-dessus, je pourrais évidemment vous laisser cette présentation. Je vais aller vite, car je vois que Lumia est en train de me regarder. Voilà. Et donc, à la fin, la proposition d'un message final pour l'auditoire, c'est-à-dire si je veux vous sensibiliser à la transition écologique et énergétique. L'IA ne remplace pas l'humain, mais accélère l'intelligence collective. Ça, je pense que c'est un point que nous devons acter. C'est un outil de transition écologique et d'innovation, mais il faut apprendre à rédiger des prompts intelligents pour avoir de bonnes réponses. Einstein disait l'intelligence artificielle ne peut pas égaler la stupidité naturelle de l'homme. Je rajouterai une petite phrase, c'est que jamais l'intelligence artificielle ne dépassera l'intelligence humaine. S'il n'y a pas d'intelligence humaine, Lumia le rappelait, l'intelligence artificielle n'a pas beaucoup de raisons d'être.
utilisons l'intelligence artificielle pour aller plus vite, pour rentrer des données, permettre une analyse, mais laissons fonctionner notre jus de crâne, comme on dit. Merci Emmanuel. Je te garde. Alors, ceux qui se sont attelés à la mise en place d'un programme pédagogique savent très bien tous les efforts que l'on est obligé de déposer pour développer des supports, des outils, etc. Et j'ai ici à côté Thomas Fabry, qui est lui fondateur de Smart and Green Ideas et aussi directeur marketing exécutif, qui justement va nous parler un tout petit peu de la formation Son leader sur la planète, de la fresque bilan carbone qu'ils ont mis en place, et peut-être comment est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer d'ici un an, hein, on va le réinviter, cet outil pour qu'il soit encore plus attractif, plus instructif à l'aide de l'IA. Je vais laisser Emmanuel gérer la fresque. Non, je vais donner la parole à Thomas. Juste vous dire une chose, c'est qu'on se connaît depuis longtemps avec Thomas, et que autant moi je suis sur la partie enseignement, ce qui m'a intéressé beaucoup dans le travail qu'a réalisé Thomas, c'est le fait qu'il essaye d'embarquer des collaborateurs dans les entreprises, et singulièrement dans un secteur, celui du camion, qui va nous expliquer. Et ça, c'était très intéressant de voir quels étaient les leviers d'attractivité, et notamment sur l'angle de la formation à la sensibilisation à la transition écologique. Ok, merci, bonjour tout le monde. Alors, au risque de vous décevoir, ma présentation va être beaucoup plus terre-à-terre que ce que nous avons pu entendre hier, que nous entendrons encore aujourd'hui sur la prospective, sur l'IA, ses dangers, ses avantages, la difficulté d'y arriver et tout ça. Le deuxième point, pour ceux qui auraient aimé que je parle camion, je ne parlerai pas camion. En revanche, je m'adresse à tous les métiers. J'illustre d'une autre façon tout ce qu'on a pu dire sur les conséquences du réchauffement climatique. Imaginez que cette salle, dont la hauteur doit être de l'ordre de 5 mètres, c'est un bloc de glace. Imaginez que ce bloc de glace soit la mer de glace à Chamonix. Eh bien, en 5 ans, ce bloc de glace fond. Année après année, surtout depuis 2021, il y a l'équivalent d'un étage d'immeuble qui fond à la mer de glace. Donc incontestablement, enfin en tous les cas moi, ça me fait réagir. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que, évidemment c'est fabuleux ces universités, évidemment ça nous fait rêver, mais il ne faut pas oublier qu'on ne va pas attendre le développement de l'IA. On ne va pour tous, hein, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui l'intègrent déjà. Mais en revanche, on ne doit pas oublier que nous devons agir maintenant pour mettre en place des plans de transition au niveau des organisations dont nous sommes responsables. Et c'est pour ça qu'avec E5T, qui est responsable et organisateur de ce genre de manifestation extrêmement intéressante, nous avons voulu vous proposer un certain nombre de solutions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre demain dans vos organisations. La première chose, c'est la formation. La formation continue. Aujourd'hui, c'est une formation, je dirais, d'exception. Formation continue, formation personnalisée, en rejoignant les 100 leaders pour la planète. C'est un cursus de 2 ans. Vous aurez des masterclass, vous aurez des conférences, vous aurez du mentoring, vous aurez des échanges entre pairs, et ça c'est super intéressant parce que écouter ce que font les autres nous donne des idées que nous appliquons dans nos propres organisations. On a un stand où peu de personnes sont encore passées. Nous vous attendons pour vous parler notamment de 100 leaders pour la planète, et c'est Diana qui est chargée de recueillir vos commentaires et éventuellement votre volonté d'y participer.
Mais la formation, c'est pas tout. Il faut agir. Et quand on parle transition environnementale, il y a un grand classique que beaucoup d'entre vous ont peut-être fait, mais pas tout le monde, c'est la réalisation d'un bilan carbone. Ne pas hésiter à commencer par la réalisation d'un bilan carbone. Ça vous donne un état des lieux de votre organisation, encore une fois, quelle qu'elle soit, que ce soit une collectivité locale, que ce soit une entreprise, que ce soit une association. Voilà. Commencer par ça, ça permet d'avoir un état, ça permet aussi d'avoir des pistes pour commencer un plan de transition, des pistes quantifiées, quantifiables. D'ailleurs, à l'échéance temporelle que vous décidez. Est-ce que c'est dans 10 ans que vous voulez diminuer de 25% vos émissions de gaz à effet de serre, ou dans 5 ans, ou dans 15 ans, peu importe. L'important, c'est de se mettre en route pour avoir un plan de transition. Je passe vite sur le diagnostic énergétique qui est un petit peu à côté, même si, dans tout ce dont on a parlé hier, je vous rappelle que en 2050, si on veut complètement éviter l'énergie produite à partir de l'énergie fossile, donc en 2050, nous serons capables de ne produire que 60% des besoins en énergie. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, rentrer dans une logique de sobriété. Il faut que nous diminuions notre consommation d'énergie et puis aussi intensifier les investissements dans le domaine du renouvelable et du nucléaire. C'est particulièrement vrai, cette affaire, pour les entreprises qui, d'ailleurs, sont encadrées par différents décrets qui obligent à mettre en place un plan de transition énergétique. Je reviens sur mon bilan carbone. On a un bilan carbone, c'est formidable. Le bilan carbone et le plan de transition a souvent été fait avec le manager, les managers. Mais qui va mettre en place le plan de transition? Qui aussi connaissent les leviers pour faire évoluer les process de telle sorte qu'ils puissent être moins émetteurs de gaz à effet de serre? Eh bien, ce sont les collaborateurs. C'est pour ça que Mathieu Ruby, qui est là, vous attendra toujours sur le stand pour vous présenter la fresque du bilan carbone, qui est un outil très opérationnel qui consiste à travailler avec les équipes sur les résultats du bilan carbone de leur entreprise et travailler avec celle-ci aussi sur les solutions qu'ils peuvent imaginer pour diminuer le bilan carbone de leur entreprise. 2 minutes, Thomas. 2 minutes, super. Juste 2 points. Neutralité carbone. Donc ça, c'est un point un peu nouveau. On voit qu'essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs, notamment de neutralité carbone en 2050 ou un peu plus tard. Et donc, il y a une société, Regeneo, dont le but est de préserver et régénérer les puits de carbone naturels, évidemment, en complément des actions de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel ici fait partie de un petit peu ce petit groupe qui est capable de vous présenter des solutions opérationnelles. Lui, il s'intéresse à un sujet super compliqué, dont d'ailleurs on peut dire que Myriam est une très grande spécialiste. Ce qui est super compliqué, c'est parler de transition, parler de climat. Ce ne sont pas des sujets simples. Il faut vraiment prendre en compte les différentes populations auxquelles on s'adresse. Il faut moduler son discours. Il faut être convaincu, mais réaliste aussi. Bref. Donc Emmanuel, sa proposition, c'est d'aider les responsables d'entreprise à communiquer leur action de transition auprès des médias, auprès même aussi des collaborateurs parfois, auprès des clients, des banquiers,
qui sont très intéressés par ces dimensions-là, mais qui, très souvent, ne veulent pas qu'on leur parle de greenwashing. Ils veulent des actions qui soient sensées, réelles et efficaces. Je vous remercie. Merci Thomas. Donc venez sur notre stand. Hein. C'est avec plaisir que nous passerons voir la fresque et nous poser la question, en effet, comment on va la rendre encore plus intéressante l'an prochain en exploitant les données, en exploitant le graphisme. Et puis, le hasard fait que des étudiants de la formation dont je m'en occupe font du bilan carbone. Donc, je suis sûre que l'IA ne sait pas faire les bilans carbone tout seul. Il faut lui donner un périmètre. Il faut bien la caler. Et que derrière, il y a besoin d'un sacré expert. Bon, alors, maintenant, posons-nous la question, que peuvent attendre les entreprises dans un premier temps, là, parce qu'on est juste un peu au début. Et qui mieux pour nous présenter, pour nous parler des attentes des entreprises, sinon un représentant d'une agence de recrutement dans le domaine du développement durable, Karl Yonga qui est là, business lead chez Scale for Good. OK? Bon, alors justement, il va nous dire un tout petit peu ce qu'il ressent auprès des entreprises qui recrutent et peut-être nous donner quelques petits conseils amicaux. Karl, juste pour introduire, hier j'ai fait une petite recherche sur ChatGPT, j'ai dit « Trouve-moi un bon candidat pour un poste de chargé de transition écologique et énergétique dans une entreprise ». Et en fait, il n'y a pas de vraie réponse à cette question-là, donc c'est là où tu interviens. Exactement. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je tiens vraiment à saluer tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que les personnes que j'ai entendues sont super pertinentes. Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend mieux. Alors, pour commencer, en tant qu'ancien sportif de haut niveau, je suis obligé de dire une phrase assez marquante. L'IA, c'est un TGV qui part de Paris. Et à son bord, il y a Lumi et il y a Dylan, des supporters marseillais qui en ont marre de perdre contre Paris à chaque fois. Donc, ils se plaignent, mais quoi qu'il arrive, ce train arrivera à Marseille. Et il faut absolument le prendre. Donc, on a beau bouder, on a beau pleurer, j'ai entendu différents bilans hier sur l'IA, mais quoi qu'il arrive, c'est lancé. Quoi qu'il arrive, la vraie solution, c'est d'avancer avec l'IA. Alors, c'est pas une révolution à venir, parce que j'entends, lorsque j'échange avec pas mal de professionnels, j'entends beaucoup de personnes qui pensent que on parle d'un sujet qui arrivera dans 10 ans. Mais non, l'IA, c'est aujourd'hui. L'IA, c'est déjà notre quotidien et ça a déjà commencé à changer notre manière de travailler et le monde du travail. On a des exemples, Google qui ont supprimé plus de 12 000 postes depuis 2023, IBM qui a gelé ses recrutements, la banque Goldman qui pense, mais je pense qu'ils ne sont pas loin de la réalité, que 300 millions d'emplois seront automatisés. Hier, on a eu un investisseur qui nous disait que c'était des sujets qui les intéressaient. Et donc, 300 millions de postes, ça ne veut pas dire qu'ils seront supprimés, mais ils seront modifiés. Le monde du travail va changer. Là, je suis obligé de donner ma vision. Et ma vision, c'est que demain, il y aura un expert métier. Et cet expert métier sera accompagné de tous les outils IA qui permettront d'augmenter sa productivité. Aujourd'hui, dans les RH, donc le domaine dans lequel on est, le recrutement, l'IA nous aide justement à trouver des bons profils, à envoyer les mails, à faire le suivi, à faire le sourcing, pour ceux qui sont familiers avec le mot. Dans la finance, l'IA permet l'automatisation du reporting, ce qui n'était pas le cas avant, ou dans le commerce, à faire du requêtage de profils. Et donc les choses changent. Aujourd'hui, lorsqu'on mettait peut-être 2 heures à faire une présentation comme celle-ci, on peut la faire en 2 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Ce qu'on observe en entreprise, c'est que la demande des entreprises, justement, aujourd'hui, est de plus en plus orientée vers des profils qui ont
la maîtrise des outils IA. Donc, bien évidemment, on parle de l'IA générative. Ça augmente la productivité de 20 à 30%, ce qui, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, n'est pas négligeable. Bien évidemment, on parle de prompt engineering. On parlait tout à l'heure, le prompt engineering, aujourd'hui, c'est la manière dont on parle à la machine. Et c'est ce qui va permettre de faire en sorte qu'on devient réellement productif. Alors, je sais que beaucoup de personnes utilisent peut-être ChatGPT et posent des questions un peu plus basiques, mais ça sert vraiment à gagner la productivité dans nos travaux respectifs. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une perspective qui est lointaine. Ce que hier on disait être important, par exemple la maîtrise de l'anglais ou la maîtrise d'Excel, ce que l'on mettait sur les CV, demain, il faudra mettre sur son CV maîtrise des outils IA. Clairement, ça sera un point positif sur les CV. Et le rôle des formateurs, alors il faut savoir que nous, on fait le bridge. Notre marché, clairement, c'est de répondre aux entreprises, de trouver les meilleurs candidats. Et donc, pour ce faire, on a besoin que ces candidats soient les plus, est-ce que je peux dire vendables, les plus présentables possibles. Et pour ça, on va commencer parce qu'on n'a pas fait la différence entre l'IA pure, donc l'IA que très peu de personnes ici maîtrisent, celle qui concerne beaucoup plus les ingénieurs, les data scientists, etc., et l'IA générative. L'IA générative, c'est ChatGPT, Perplexity, c'est l'automatisation, voilà, ce qu'on utilise déjà au quotidien et ce que les élèves aussi utilisent. Tout à l'heure, on a donné tous les exemples, ce que les élèves utilisent aussi très régulièrement. Faut savoir qu'aujourd'hui, le comportement, ce n'est plus d'aller sur Google lorsqu'il y a une recherche, c'est d'aller directement sur ChatGPT, ou même certains jeunes, encore ma petite sœur hier, et encore il y a quelques jours, je lui ai posé une question sur un centre commercial et elle regardait dans TikTok pour savoir s'il y avait ce magasin-là. Donc il y a clairement un changement de comportement et il va falloir qu'on l'accepte. Mais pour ça, les formateurs ont un rôle à jouer. Et les formateurs, leur rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les futurs étudiants aient la maîtrise du prompt engineering, qu'ils aient aussi les bons outils qui sont liés à leur métier. Bien évidemment, un juriste demain va devoir utiliser l'outil nécessaire qui lui permettra de répondre au contrat, qui lui permettra d'être efficace et bien évidemment développer l'esprit critique. Ça, c'est très très important parce que bien évidemment, l'IA est une intelligence, mais l'IA se trompe aussi. Et si on n'a pas la capacité à justement critiquer ou vérifier le travail qui a été fourni, on risque aussi quand même d'accepter ces erreurs. 3 leviers efficaces. Ça va prendre être plus rapide, c'est ça? On est dans les temps. 3 leviers efficaces. Donc déjà, aligner la formation avec la réalité du métier. Donc, faire appel aux entreprises et voir ce que les entreprises demandent vraiment pour que les formations soient adaptées. Intégrer l'IA dans tous les différents types de domaines de métiers parce que l'IA est partout. Peu importe le poste, peu importe le domaine, il y a des outils IA. Donc, que ce soit dans les RH, que ce soit en finance, que ce soit dans le commerce. Et bien évidemment, développer des profils hybrides. Alors, je fais une petite impasse, mais il y a au Japon une société qui développe des puces pour faire en sorte que l'on soit hybride. Donc, des puces qu'on mettra au cerveau qui vont nous permettre d'être directement associés à l'IA. Et si dans nos formations, on n'essaye pas déjà d'intégrer l'IA et notre manière de vivre quotidienne avec, ça va être relativement compliqué pour avoir des candidats qui seront présentables aux sociétés. En conclusion, la seule bonne décision, c'est d'avancer. Cette avancée, on va la comparer au boom industriel. On avait des machines qui ont aidé au travail physique. Aujourd'hui, ces machines ont une intelligence. Donc, le but de l'intelligence artificielle, ou en tout cas la manière dont on devrait l'utiliser, ça serait uniquement de nous aider à être plus intelligents, beaucoup plus rapides. Donc, il faut former des citoyens augmentés, pas des assistés, des professionnels utiles, pas des exécutants, et des leaders qui seront lucides et pas aveugles. Voilà. Bon, je vais juste dire à Karl que nous, si on accepte à ce que les étudiants mettent quelque chose sur leur CV, c'est qu'ils ont vraiment fait une formation.
on aura bientôt dessus. Hein. Moi aussi, je peux mettre IA dégénérative, mais bon. Donc, on verra quel est leur point de vue. Mais d'abord, voyons un tout petit peu l'approche d'un formateur dans un secteur qui est si énergivore comme le bâtiment. Je vais inviter donc notre ami Hubert Joby, qui est spécialiste, qui est un formateur très aguerri, à l'origine de la formation zéro carbone, fondateur de MP Institute, et voilà, qui va nous parler justement de l'application dans le domaine du bâtiment. Et donc, moi, je vais essayer de plagier puisque je m'occupe d'une formation qui est dans le cadre du bâtiment durable. Voilà. Bien, bonjour. Merci. Alors, merci à Diana et merci à Myriam de l'invitation. Donc, Zéro Carbone Formation. Voilà. Donc, Zéro Carbone Formation, c'est un centre de formation nouveau. On est nouveau aussi dans le domaine de 5T, puisqu'il y a à peu près 6 mois, je ne connaissais pas l'existence de 5T, et donc c'est vraiment agréable de pouvoir participer à ces échanges. Et donc, l'objectif en fait de mon intervention, donc, c'est de vous parler de Zéro Carbone Formation, et puis de la manière dont nous, on va utiliser l'IA, en tout cas nos formateurs vont utiliser l'IA dans leur travail de tous les jours. Alors, Zéro Carbone Formation, en fait, on est un organisme de formation, on est basé à Paris, et en fait, on dépend d'un groupe qui s'appelle Green Energy Service. Donc, c'est un groupe qui réunit un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments, dans le photovoltaïque et dans le développement de batteries. Et en fait, les deux fondateurs du groupe se sont en fait posé la question de savoir s'il n'était pas intéressant pour eux de créer leur propre centre de formation, parce que jusqu'à présent, malheureusement, les collaborateurs qu'ils pouvaient trouver, quand ils étaient mis sur le marché, en tout cas du travail, n'avaient pas forcément les compétences qu'ils recherchaient. Donc du coup, l'idée était de créer le centre de formation. Donc on accompagne des professionnels déjà en emploi, des demandeurs d'emploi, des apprentis, et on est plutôt centré sur le domaine de la transition énergétique. Donc on applique des contenus de formation en s'appuyant sur des titres qui existent, mais on est aussi en capacité de développer des formations sur mesure. Et je pense que vu les échanges des 2 jours, on va s'intéresser de très près à ce fameux domaine de l'intelligence artificielle. Alors, c'est aussi l'occasion pour moi de à nouveau remercier donc 5T, puisqu'en fait, l'idée de la collaboration avec 5T, c'est de faire intervenir des experts dans nos formations. Donc nous, on est très orientés sur la formation professionnelle, et l'objectif, en fait, c'est pas forcément de faire intervenir que des universitaires, mais plutôt des gens de terrain et des experts. Voilà, c'est vraiment le cœur de notre activité. Et donc, on est à la recherche en permanence d'experts dans des domaines très variés, la pathologie du bâtiment, l'infiltrométrie, les audits énergétiques. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer un partenariat avec 5T, à la fois pour trouver des experts qui interviendront dans nos formations, mais aussi rendre service et proposer des formations aux entreprises qui constituent le réseau de 5T. Alors, l'intelligence artificielle, on l'utilise, et c'est un outil. Voilà, les formateurs, les centres de formation ont à leur disposition une caisse à outils. Il y a déjà beaucoup d'outils qui existent. Moi, j'encourage, en tout cas, à utiliser l'IA, à bien l'utiliser, parce que ça permet un gain de temps, on va le voir, et puis surtout, nous, ça nous permet de reformuler des contenus de formation, ça nous permet donc de gagner du temps, ça nous permet de créer des évaluations, des quiz,
en quelques minutes, on arrive à créer des quiz qui sont plutôt de bonne qualité. Et on verra la limite à l'exercice. Et puis aussi, ça nous permet de répondre à des appels d'offres. Voilà, parce que, enfin, même les entreprises, hein, vous connaissez ça, quand on répond à des appels d'offres, il y a tout un volet très administratif où les questions sont souvent redondantes et on perd beaucoup de temps. Répondre à un appel d'offres, ça prend souvent une semaine quand on n'utilise pas l'IA et en tout cas, nous, ça nous permet de gagner du temps précieux. Voilà. Alors, des exemples d'usage. Mes formateurs utilisent l'IA pour faire des simulations d'audit énergétique, pour faire des quiz techniques. Voilà. Hein. Et donc, les bénéfices, on a vraiment une optimisation des ressources. On arrive à adapter, les parcours aux besoins spécifiques des apprenants. Et puis surtout, on l'a vu hier dans les différentes interventions, ça nous permet quand même aussi d'être à jour de manière assez réactive sur tout ce qui est normes. Et voilà, donc on arrive quand même à gagner beaucoup de temps. Ça nous permet aussi de créer des contenus. Hein. La présentation a été réalisée par Gamma. Donc Gamma, c'est une intelligence artificielle. Voilà, donc on lui propose un contenu et en, on va dire, 30 secondes, ce cher outil va nous proposer la présentation. Voilà. Alors, il y a bien évidemment des limites. Hein. Je pense que tout le monde en est conscient. Vous allez proposer un contenu. L'IA alors, on parlait de prompt. Donc, effectivement, il faut être précis sur les informations qu'on va lui donner. Mais de toute façon, derrière, il y a forcément une relecture nécessaire. Hein. Et je compléterai les vigilances à avoir dans l'utilisation de l'IA, c'est que plus vous allez travailler avec elle, plus l'IA va vous connaître, plus vous allez lui donner des informations précises sur vos organisations et plus elle sera précise dans les réponses qu'elle va vous donner. Voilà, vous pouvez faire l'expérimentation. Hein. Si vous allez sur Internet, vous posez une question, il y a quand même beaucoup de chances que l'IA soit assez peu précise dans la réponse qu'elle va vous donner. Par contre, si vous y allez tous les jours, vous allez voir qu'au bout d'un mois, quand vous lui aurez bien décrit quelle est votre organisation, quels sont vos besoins, vous arriverez vraiment à des choses précises. Donc voilà, donc il y a des points de vigilance à avoir. Hein. Il faut garder l'esprit critique, on en a parlé. Il faut faire attention à ne pas perdre de l'autonomie. Voilà. Bon, donc tout ça, c'est connu. C'est vraiment un bel outil. Moi, j'encourage à utiliser l'intelligence artificielle. Alors voilà, et ma conclusion. Voilà, l'intelligence artificielle, donc c'est un outil. Il accompagne les centres de formation, il accompagne les formateurs, mais surtout, l'IA ne va jamais nous remplacer. Et surtout dans nos domaines où on a aussi beaucoup de formations qui sont liées à l'apprentissage par le geste, et rien ne remplacera les formations de terrain. Merci. On va finir par ceux qu'on va tenir coupables de la réussite ou non de l'intégration de l'IA dans l'enseignement, c'est-à-dire les directeurs. Hein. Donc j'invite tout d'abord Amélia Cala, profil hybride, on ne peut pas mieux, enseignante, chercheuse et en charge de la mise en place et du développement de pas mal de formations académiques. En fait, c'est elle à l'origine, voilà, donc de mon idée de ce matin de chanter, puisqu'il m'a dit, t'as qu'à commencer ta présentation en chantant. Moi, je ne vais pas chanter. Mais écoutez, déjà, tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir parmi vous dans ce congrès 5T. Je remercie Loumi de m'avoir proposé d'intervenir, parce que c'est très important pour moi d'être là avec vous aujourd'hui, puisque en tant que directrice des études de l'EXI, vous êtes sur le lieu de travail et le lieu de vie de nos élèves ingénieurs, parce que l'école est à 100 mètres ici. Donc rendez-vous compte de notre environnement de travail. Et passer en vélo le long du port de La Rochelle tous les matins, je vous assure que ça démarre bien une journée. Je remercie Loumi aussi pour avoir, au-delà de préparer toute cette présentation et ce congrès, avoir réussi encore une fois à motiver nos élèves. Donc vous avez été ce matin et hier accueillis par des élèves de l'EXI
qui savent toujours se mobiliser pour ces événements et aussi compléter leur formation par une implication individuelle dans les événements qui comptent. Alors aujourd'hui, moi sur ma présentation, déjà pour vous dire que... alors hop, ça marche. Donc moi je vais essayer d'illustrer de façon très concrète l'intégration de l'IA dans une école d'ingénieurs généralistes comme l'EXI. Donc l'EXI a pour ambition de former des ingénieurs qui vont contribuer aux grands enjeux de demain, donc aux enjeux des transitions industrielles, organisationnelles, environnementales. Notre ambition finalement c'est de former des ingénieurs qui seront des architectes de futur que nous souhaitons plus durables, désirables, dans une société où on a un vivre ensemble qui fonctionne bien. Donc faire évoluer une formation d'ingénieur, c'est notre métier. Et les formations d'ingénieurs, elles évoluent tout le temps. Donc ça, c'est pas nouveau. Et nos processus d'évolution sont très bien maîtrisés. Donc comment ça se passe en fait? Comment est-ce qu'on fait évoluer une formation? Donc de façon classique, la formation, elle va évoluer parce que les technologies évoluent et qu'on va intégrer au fur et à mesure ces technologies dans nos cursus. Donc, on a intégré ces dernières années la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la technologie au service de la médecine, le prototypage 3D. Donc, toutes ces évolutions technologiques, bien sûr, doivent se retrouver dans nos formations. On va évoluer aussi par les prescriptions qui sont faites par les entreprises, donc l'évolution des métiers. Donc, on a autant de périodes en entreprise que d'élèves à l'école, que ce soit sous la forme de stage ou d'alternance, de rencontres avec les entreprises, de conseils de perfectionnement. Donc dans tous ces instances, on va dialoguer avec les entreprises qui nous font remonter leurs besoins et nous permettent de faire évoluer nos formations. Et puis enfin, un autre facteur d'évolution, c'est la réglementation. Puisque la commission des titres d'ingénieurs, qui est notre cadre commun français pour les formations d'ingénieurs, va nous dire demain, la responsabilité sociétale des entreprises doit se retrouver de façon obligatoire dans toutes les formations, de même que l'initiation à l'entrepreneuriat. Donc, tous ces signaux, tous ces éléments sont analysés par les responsables de programme qui viennent dans le cadre donné par nos moyens, les opportunités de collaboration, le cadre d'accréditation, donc le cadre réglementaire, venir intégrer des évolutions qui seront derrière pilotées par les enseignants, qui sont les sachants et qui vont organiser aussi bien les programmes que la pédagogie sur une base qui est annuelle. En gros, une formation, elle évolue tous les ans et on a, donc en même temps qu'on délivre la formation de l'année N, on réfléchit à l'année N+1 et à ses évolutions et aux investissements nécessaires. Donc maintenant, avec l'IA. Donc j'ai réfléchi un petit peu à un terme en disant, bon, comment est-ce qu'aujourd'hui on va structurer cette évolution pédagogique liée à l'IA? Donc je me suis dit, en fait, ça va être une opportunité incroyable. Ça va être une révolution intéressante, ça va être un challenge intellectuel et technologique, donc je vais le qualifier comme ça. Puis à bien y réfléchir, en fait, le meilleur qualificatif, c'est, pour moi, directrice des études, c'est le bazar. Et c'est vraiment le bazar. Donc au-delà d'une opportunité, c'est une complexité. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est à la fois... va se retrouver à la fois dans les technologies, donc dans les contenus enseignés aux élèves, dans ces contenus technologiques, ça va se retrouver au niveau des entreprises qui nous questionnent, qui nous interpellent, qui confient à nos élèves des projets en entreprise sur comment voyez-vous, vous, apprentis ou étudiants, l'évolution de nos métiers dans l'IA. Parce que les entreprises elles-mêmes se questionnent. La CTI, pour la première fois en 2025, a ajouté dans son guide qui s'appelle Référence et orientation, qui est notre cahier des charges pour les formations d'ingénieurs, a ajouté une obligation de former tous les élèves ingénieurs à l'IA sous l'angle à minima éthique et réglementaire. Donc ça, il faut l'ajouter. Et puis, les enseignants n'attendent pas et se saisissent en fait de ces outils pour faire évoluer leur pédagogie, pour faire évoluer leur programme
Et tout le monde, en fait, dans l'entreprise qui est l'école d'ingénieurs EXI, se saisit des outils IA. Et alors, ceux qui s'en saisissent le plus et le plus rapidement, c'est les étudiants. Et là, l'évolution sous la forme de cycles annuels organisés, on l'oublie. Et on est sur une évolution constante et une adaptation, en fait, presque au quotidien de nos enseignements, de nos pratiques, de nos cours, de tout, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour organiser tout ça ? Sur quelques exemples très concrets par rapport à du positif ou du négatif qui peut en sortir, donc on l'a déjà dit ce matin, les élèves l'utilisent de façon quotidienne. Alors, je reprends un terme qui a été dit ce matin sur les élèves savent utiliser l'IA générative. Je dirais les élèves croient savoir utiliser l'IA générative. De même que les enseignants croient savoir utiliser l'IA générative. Tout le monde, puisque ça évolue en continu. Donc, il y a une adaptation constante et surtout une très grande nécessité de prendre du recul par rapport à ces pratiques. On l'a dit ce matin, les enseignants, pour certains, viennent produire leur QCM, leur poly de cours, leur contenu avec de l'IA. Et, alors, j'ai presque fini. Et en entreprise, dans la mesure où tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, nous avons des pratiques très, très diverses. Donc, sur l'intégration de l'IA, si ça n'est pas... c'est inévitable, il faut avancer, il faut structurer. Donc, nous, très rapidement, parce qu'il faut aller vite, nous avons deux approches. Une approche qui vient du terrain, c'est-à-dire, aujourd'hui, il faut impérativement, on ne peut pas empêcher, donc on va venir recueillir tout ce qui se fait, partir du terrain à travers ce qui se fait dans les enseignements, ce qui se fait auprès des élèves via des correspondants numériques pour identifier ces usages et partager des bonnes pratiques. Donc vraiment une approche basée terrain pour faire remonter vers des cellules pédagogiques. Tout ça, on le couple avec une approche top-down, donc vraiment qui vient là plutôt de la direction des études, qui dit « Eh les gars, il faut qu'on structure maintenant ». Donc on a un plan de formation de tout le personnel. Tout le personnel, comité de direction compris, a été formé aux usages de l'IA, chacun dans ses métiers, par rapport à ses enjeux. La rédaction de chartes de fonctionnement qui va nous permettre de cadrer et des règles, des cas d'études, de pratiques pour qu'elles soient partagées et reproduites. Donc, la structuration d'une cellule pédagogique centrée IA pour faire le recueil de ce qui existe et derrière redescendre les bonnes pratiques. Et l'évolution des programmes, je dirais que c'est presque anecdotique de dire, bien évidemment, on va en mettre dans les programmes de façon visible. Et donc, en conclusion, je fais ma conclusion et j'arrête. Moi, j'ai été très récemment interpellée par un élève qui m'a dit « C'est bien gentil, madame, mais moi, la semaine dernière, vous m'avez fait faire un certificat numérique responsable. Et le lendemain, j'étais avec le prof de communication qui m'a fait utiliser des chatbots pour faire du jeu de rôle avec des personas. Je ne trouvais pas quand même que c'est un petit peu du grand n'importe quoi. On a beaucoup d'échanges avec les élèves, ça se passe bien. Et donc ma conclusion, c'est la question qu'on doit se poser sur finalement le numérique responsable et l'usage de l'IA sont-ils aujourd'hui compatibles ? Donc j'ai essayé de répondre à cette question en conclusion. Et pour répondre, ce que j'ai fait j'ai posé la question à ChatGPT, qui m'a d'abord répondu « Excellente question, Amélie, est très actuelle ». Donc déjà, j'ai expliqué aux élèves que ChatGPT a compris que la flatterie, déjà avec moi, ça permettait d'apaiser un démarrage de conversation et que ça se passait bien. Donc déjà, il est un peu plus avancé. Et après, bien sûr, il me répond ce que je veux entendre. Bah oui, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut prendre un peu de recul. Donc finalement, cette réponse, elle n'est pas mauvaise, c'est une réponse. Et finalement, c'est moins une question de compatibilité entre le développement durable, l'usage de l'IA, la technologie, que finalement de la façon dont on va s'en saisir. Donc là, le message, moi, qui est passé aux équipes, et sur lequel on va s'arrêter et sur lequel on va construire nos formations Alexis, c'est qu'il faut y aller.
Et comme ça a été dit ce matin, c'est inévitable, c'est incontournable et c'est là. Par contre, c'est notre prise de recul qui va être très importante pour une intégration qui réponde à nos valeurs et à ce qu'on veut transmettre à nos élèves et à quel ingénieur on veut former pour demain. Voilà. Merci Amélie. Je confirme qu'elle m'a fait subir 2 jours de formation. Bon, nous finirons avec Thierry Vincent, un autre chef, directeur d'un MBA transition énergétique. Et du côté du pôle, j'ai eu le droit de dire Leonardo da Vinci. Donc je l'invite, lui aussi il va vous présenter qu'est-ce qu'il en pense côté apprenant, sans ou avec encore plus de IA, côté prof, formateur en général, avec ou contre l'IA. Pour nous débrancher. C'est ça. Ça commence mal. Bonjour à tous, je remercie la Fondation de 5T de me donner l'opportunité de témoigner. En tant que directeur pédagogique d'un nouveau programme que j'ai créé il y a 3 ans. J'ai été recruté en septembre 2022 par le pôle Léonard de Vinci. Quelques mots sur Léonard de Vinci. C'est aujourd'hui 4 écoles, une école d'ingénieur, une école de management, une école de digital et une école qu'on appelle De Vinci Executive Education qui propose 17 MBA qui représentent 700 étudiants par an et 400 intervenants. Et le MBA que j'ai créé s'inscrit dans cette école-là. Donc moi, je ne suis pas un professionnel de la formation. Quand on m'a demandé de créer cette formation, c'était plutôt basé sur mon expérience de 30 ans dans la transition. Alors on appelle ça la transition, mais quand j'étais recruté il y a 30 ans, on parlait d'écologie, après ça a été environnement, développement durable, économie circulaire, et maintenant on parle de transition. La réalité est toujours la même, mais les mots fleurissent et les réalités sémantiques varient d'une mode à l'autre. Juste ce petit clin d'œil, parce que quand il s'est agi de choisir le nom du MBA, on a regardé la visibilité ou la popularité ou la réputation des mots, et donc on a choisi transition énergétique parce que ça nous semblait être plus approprié par rapport au moteur de recherche. Mais là encore, dans une transition énergétique, chacun il peut y mettre sa définition, mais faute de mieux, on a choisi cet intitulé. Alors, mon témoignage est vraiment, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais moi, il s'inscrit sur un focus très particulier. Un MBA, c'est 400 heures de formation, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine de cours en présentiel qui dure 1 année. Et donc, forcément, les élèves sont évalués tout au long de l'année pour qu'ils puissent acquérir des compétences en fin d'année qui soient évaluées et que l'État considère comme pertinent en termes d'évaluation. Et c'est là où tous les problèmes commencent, je dirais. Parce que moi, en l'espace de 3 ans, j'ai vu la difficulté, la nécessité d'évaluer, mais la difficulté de bien s'assurer que les blocs de compétences, qui est quand même la structure d'une formation, que les blocs de compétences sont réellement transmis aux étudiants. Et je peux vous dire qu'en n'étant pas un professionnel de la formation, mais en étant rentré un peu comme un candide dans cet univers, je vois que c'est extrêmement difficile parce que maîtriser une compétence, alors moi c'est plutôt la capacité à manager des projets complexes en matière de transition énergétique. Il y a des sujets peut-être plus techniques qui sont peut-être plus faciles à évaluer, mais la capacité à rédiger, à conduire des projets, à présenter les projets devant des parties prenantes, savoir gérer des conflits, savoir présenter oralement, tout ça, c'est des sujets qui ne sont pas forcément faciles à évaluer, mais on est obligé de s'y atteler. Et parmi les sujets d'évaluation, en fait, c'est l'IA, on l'a surtout, et c'est un work in progress, c'est un travail qui n'est pas abouti, comment on va évaluer les tests professionnels des élèves qui suivent les MBA, sachant que c'est un coefficient 2, c'est un coefficient important.
Si on doit uniquement mesurer leur capacité rédactionnelle, c'est raté avec l'IA, parce que l'IA peut leur fournir un fil conducteur quelquefois extrêmement structuré qu'ils n'auraient peut-être pas trouvé spontanément. Donc comment on pondère les évaluations pour qu'on puisse réellement évaluer les capacités des futurs managers par rapport à ce que l'État attend de nous. Donc, je vais passer rapidement parce que on va avoir l'impression de répéter, mais on dit souvent que la pédagogie, c'est l'art de la répétition, donc je vais peut-être répéter rapidement. L'IA, c'est surtout comment l'intégrer efficacement dans le processus d'apprentissage. Et que, en fait, moi, mon obsession, c'est d'augmenter l'employabilité des managers, de leur donner des capacités qui, demain, et c'était très bien rappelé tout à l'heure, un employeur, il va mesurer la capacité d'un postulant en fonction de compétences acquises, et l'IA est partie prenante de ces capacités. Moi, en tant que manager, comment je peux détecter des signaux faibles, comment je peux rédiger, définir des stratégies, des plans d'action, ça, l'IA peut augmenter mes capacités et faire de moi un manager beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant dans ma capacité d'analyse et de proposition de stratégie, de plan d'action, d'évaluation. Donc, la valeur pédagogique de l'IA est plus à démontrer et évidemment, il y a des pièges à éviter. Bon, l'IA générative, un outil, pas une solution. Je vais passer parce que ça a été dit et très bien dit. Les précautions d'usage, pareil. À la fois la capacité à maintenir un discernement, c'est-à-dire qu'avoir un esprit critique, une culture générale qui viennent en support de notre capacité à utiliser l'IA pour être un manager efficace et prospectif. Ça veut dire que voilà, je dois être en capacité permanente de regarder la production qu'on me propose avec un regard critique et une capacité à améliorer ce qu'on me propose pour un résultat qui soit encore plus puissant et pertinent. Les bonnes pratiques, pareil, hein, construction des prompts, une transparence, c'est-à-dire que nous, en tant que directeur pédagogique, on regarde vraiment la capacité à montrer le type de prompt qu'on a utilisé, voir parce que la définition des prompts, c'est aussi une capacité en amont de connaître le sujet. C'est-à-dire que si on reste très généraliste, ça veut dire qu'en fait, on ne comprend pas le sujet et on veut que la machine fasse le travail à notre place. Donc si en amont, on a réfléchi au sujet, on est déjà un peu expert et on stimule la machine pour qu'elle vienne en guidance et en appui d'une réflexion plus puissante, là, c'est différent. Donc quand je dis transparence, c'est montrez-nous, parce qu'avant on utilisait un outil anti-plagiat, donc quand il fournissait une thèse, passait dans la moulinette et on voyait les redondances et les plagiats, et donc on utilisait ce résultat dans les évaluations. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, on utilise encore cet outil, mais l'intérêt pour nous, c'est de dire, voilà, comment vous avez utilisé l'IA et comment cette IA peut vous permettre d'être plus efficace. Je passe tout ça pour respecter le temps, parce que... Et peut-être en un mot de conclusion, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué, et c'est un sujet que j'aborde en introduction du MBA, c'est qu'on parle beaucoup d'IA. Mais l'IA, c'est beaucoup d'énergie. Si je vous donne un chiffre qui montre la consommation vertigineuse des data centers, le stockage de données numériques et l'IA qui va exploser, en fait, c'est toutes ces machines qu'il faudra faire tourner pour répondre aux requêtes multiples dans le monde entier. Aux États-Unis, aujourd'hui, si on tient compte de tous les data centers, leur consommation d'énergie, c'est à peu près la consommation d'énergie de 35 millions d'Américains. Dans 7 ans, si on tient compte du développement attendu, c'est l'équivalent de la consommation d'énergie de 250 millions d'habitants. Donc, à l'heure de la sobriété et de l'efficacité énergétique, en fait, quand on regarde les courbes,
il n'y a pas de transition énergétique. Et c'est pour ça que moi, je suis contre ce terme-là. Il y a un très bon livre que je vous encourage à lire qui s'appelle « Sans transition ». On est dans l'accumulation d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, toute forme d'énergie supplémentaire vient répondre à un besoin, à une demande d'énergie supplémentaire. Et donc, en fait, juste les data centers, l'IA, qui est quand même notre sujet, et ben maintenant, les GAFAM se lancent dans le nucléaire. Pourquoi? Pour alimenter directement leurs data centers. Donc, vous voyez bien que l'IA, c'est formidable pour la pédagogie et pour le reste, mais à l'aune de la transition énergétique, il y a du travail à faire. Merci. Je remercie beaucoup nos intervenants. Je demande des excuses à la prochaine session. Et j'espère que d'ici quelques années, nous ne reviendrons pas pour chanter cette fois-ci. Je vous parle d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire à nous les formateurs de nous mettre d'abord à la formation. Pour ne pas perdre le train, Karl. Vive l'OM. Merci.